Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette 4e causerie des meneurs. Pour celles et ceux qui ont vécu les Coupes du Monde 98 et 2018, il y a globalement 2 choses qui ont changé. La première, c'est Didier Deschamps, et la seconde, ce sont les innovations de la Sportec, à la fois pour les professionnels, mais aussi pour le grand public. Alors que la Coupe du Monde 98 nous offrait quelques bribes de statistiques à la mi-temps, que celle de 2018 commençait quand même déjà à faire la part belle à l'analyse de données, eh bien on est en 2024 et on est au cœur d'une ère où l'IA et la data sont devenues de véritables coéquipières pour les clubs, les athlètes et les fans. On parle de performance optimisée, d'expérience fan réinventée, de nouvelles sources de monétisation, de prospective pour les entraîneurs comme pour les investisseurs. Aujourd'hui, la data et l'IA sont partout, mais qu'est-ce qui relève du fantasme et qu'est-ce qui peut être qualifié de petite révolution pour le secteur? On fait le point avec nos invités. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver Lise Cossimi. Bonjour. Bonjour. Lise, vous accompagnez la chaire sport à l'ESSEC. Vous avez 30 ans d'expérience dans le paysage sportif, du PSG à la FIFA en passant par HBS et la production de contenu sportif. Bonjour et bienvenue. Merci. Hugo Bordigoni est également avec nous. Bonjour Hugo. Bonjour. Tu es CEO de Skill Corner, spécialiste de l'analyse data issue des images TV. Vous fournissez des informations de haute précision au club de football et désormais à la NBA pour optimiser principalement le recrutement et la stratégie de jeu. Avec nous également Samuel Soucy. Bonjour Samuel. Bonjour. Tu es COO de Vecta. Tu as démocratisé avec Vecta l'analyse de la performance dans le cyclisme avec un élargissement à tous les sports dédiés à l'endurance et je crois avec une petite entrée aussi sur les fans et le grand public. Merci. Xavier Chauveau est également avec nous. Vous êtes ancien rugbyman professionnel, directeur commercial de Deeptimize. Vous utilisez la computer vision pour décortiquer l'action sur le terrain, mais aussi proposer des insights précieux aux équipes de rugby. Et demain, a priori, vous allez ouvrir à d'autres disciplines et également à leurs fans. Lorenzo Croati, bonjour Lorenzo. Bonjour. Tu es partenaire chez Actefact. Actefact est leader du conseil en IA. Tu es aussi le fondateur de l'événement AI for Sports qui a réuni récemment l'écosystème. Et j'espère qu'on pourra partager les quelques avancées, les bonnes pratiques, mais aussi les défis que vont rencontrer les acteurs du domaine. Bon, c'est parti pour 1 heure de discussion. J'engage évidemment celles et ceux qui nous suivent à vous poser les questions dans le chat. J'aurai le plaisir de vous les partager. On va commencer avec une question relativement générale, mais pour vous, quelle est la transformation la plus concrète que l'IA et la data ont apportée au sport? Et je commence avec toi, Lorenzo. Merci de nous accueillir, merci de me passer la parole. Je pense que les autres sujets seront abordés juste après, mais je vais être assez disruptif. Moi, ce qui m'a le plus, disons, perturbé ou ce qui m'a le plus enthousiasmé cette année, c'est de voir des nouveaux sports. Et on peut se dire, c'est quand l'IA devient le sport. Alors, on l'a vu avec des super formulas. On va le voir aussi dans d'autres sports, mais je pense qu'on en reparlera après. Moi, c'est quand le sport est piloté par l'intelligence artificielle. Je trouve ça impressionnant. C'est très prospectif, hein, mais on est... Et j'aurais mis une question sur le modèle économique, tout ce que ça suppose. Lise, je veux bien ton regard. Pour moi, évidemment, l'IA et la data en général, l'avancement que ça aille pour faire performer nos athlètes, ou que ce soit, disons, une façon d'offrir plus de services ou d'informations à nos téléspectateurs. Évidemment, ça fait partie des choses qui ont énormément évolué. On parlait de 98 tout à l'heure. Il y a un vraiment le grand depuis, écart. ouais. On part quand même de très très loin. Donc oui, je pense que c'est ça. Ça a pris du temps, mais ça s'accélère. Ça s'accélère, exactement. Je me tourne vers Samuel. Même question. Quelle est l'innovation ou les petites révolutions de l'IA et de la data qui aujourd'hui font sens? Pour moi, c'est bien sûr le fait déjà d'avoir de l'information sur quelque chose qu'auparavant on devait inférer.
C'est-à-dire on devait se reposer uniquement sur l'expérience, l'expertise des coachs, qui certes est toujours là, mais maintenant l'idée c'est de leur donner les outils pour les augmenter, entre guillemets, leur permettre de prendre des décisions beaucoup plus éclairées que ce qui était faisable avant. Donc ils sont toujours là. L'idée c'est pas de remplacer les coachs, loin de là, c'est vraiment de leur donner les outils pour les rendre 10 fois meilleurs, 100 fois meilleurs que ce qu'ils étaient auparavant. Mickaël, je te vois confirmer. Oui, oui, complètement. Pour aller dans le sens de ce que disait Samuel, je pense que nous, on peut le mesurer aussi dans nos activités chez Deeptimize, mais aujourd'hui, la data a entraîné finalement une transformation des staffs. Et donc, c'est ce que tu expliquais sur les coachs. Oui, on donne des nouveaux outils, mais pour utiliser ces outils-là, il y a des nouveaux staffs qui intègrent ces clubs, ces fédérations, pour analyser, traiter cette donnée et accompagner les sportifs et les athlètes dans leur performance. Hugo, je finis le tour de table avec toi. Ouais, moi je vais rebondir sur ce que disait Samuel. Je pense qu'il y a une vraie révolution sur la disponibilité de la data. C'est-à-dire qu'au début, et peut-être il y a 20 ans, les clubs ont commencé à avoir de la donnée sur leurs propres joueurs. De plus en plus, on voit que cette donnée, elle se démocratise et les clubs ont de l'information sur à peu près tous les joueurs qui jouent à peu près partout dans le monde. Donc c'est vraiment cet accès qui devient ultra généralisé, quoi. On a dit qu'on se dirait tout en toute franchise. Donc il y a ce qui est là, ce qui est des assets réels, concrets, et puis il y a aussi ce qui est de l'ordre de la promesse, voire du fantasme, des choses qu'on a voulu vendre avec l'IA et la data. Et Élise, je me tourne vers toi justement pour avoir ton retour d'expérience en la matière sur ce qui relève peut-être encore un peu du fantasme. Alors oui, effectivement, il y a certaines choses qu'on nous avait promises qui mettent plus de temps, mais je ferai un Ça ne parallèle. veut pas dire que ça n'arrivera pas, c'est ce que Exactement. tu veux dire. Ouais. Je ferai assez un parallèle, si vous vous souvenez, en tout cas pour ceux qui étaient nés, on parlait de l'an 2000 où on aura des soucoupes volantes. Ben, c'est à peu près le même niveau. On s'imaginait notre vie serait totalement transformée. Alors évidemment, les choses vont vite, mais elles vont pas aussi vite que ce qu'on pense. Et la technologie, et en général, que ce soit la data, l'IA ou la réalité virtuelle, avancent, mais à un rythme qui est, je dirais, abordable pour chacun. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à l'époque, en tout cas quand on a commencé, tout le monde pensait que la réalité virtuelle serait le truc qui allait révolutionner tout. Ce n'est pas que ce n'est pas le cas, mais en tout cas, ça a été un peu dépassé aujourd'hui. On n'est pas encore tous dans nos canapés scotchés à notre casque Il n'y a pas forcément eu d'adoption par le marché, en tout cas que ce soit chez les spectateurs ou même en B2B, hein, c'est pas forcément évident. Ça se développe, mais ça se développe en parallèle et la data ainsi que l'intelligence artificielle, je dirais, vont un peu plus vite en termes d'adoption. Oui, quand on échangeait avant l'émission, il y avait ce sujet à la fois d'avancer et en même temps que c'est plus la priorité des pros. Exactement. Et il ne faut pas oublier non plus une chose, c'est qu'on peut proposer des tas de produits, des tas de start-up, avoir des idées incroyables. Si le marché n'est pas mûr, n'est pas prêt, s'il n'y a pas l'argent ni la compréhension, alors ça n'avance pas. On va questionner le marché, mais Lorenzo, je te vois réagir. Non, je partage. C'est à peu près ce qu'on voit, parce on a réalisé un mapping de start-up pour le dernier événement AI for Sport. On s'aperçoit qu'effectivement, il y a très peu de start-up qui font de l'IA dans le sport. Alors celles qui le font très bien. Maintenant, il y a une vraie question d'adoption. On va en reparler juste après. Adoption des clubs, adoption des fédérations, adoption de tout l'écosystème du sport. Tu parlais des technologies. Je pense que la technologie est une réponse à un problème et qu'aujourd'hui, la technologie VR, par exemple, coûte relativement cher pour des clubs. Et on va reparler, je pense, dans tes prochaines questions de budget. Je pense que ça coûte très cher. L'adoption est très faible. Et c'est pour ça que dans l'IA, ça va un petit peu plus vite parce que c'est plus accessible via des applications qui sont simples à télécharger. Avec des outils qui sont... Il y a le prix et puis il y a aussi, est-ce que j'ai le personnel qui est en capacité d'absorber, de comprendre, de l'utiliser? Est-ce qu'il y a une vraie compréhension de ce que ça va apporter, comment l'utiliser au quotidien? C'est l'adoption, quoi. Ouais, vous me permettez une transition parfaite quand on parlait des fantasmes autour de ce qui était possible de faire. Vous êtes pas mal autour de cette table à m'avoir dit, c'est pas parce qu'on est dans le sport et que l'IA et notamment ChatGPT, on la hype en ce moment, que monter le ChatGPT du sport est pour autant une promesse folle. Je crois que c'est notamment toi, Hugo, qui...
moi, Parce que ça questionne le modèle, ça questionne l'usage, ça questionne le marché. Ouais, bien sûr. Non, mais ça fait 12 ans qu'on a vu de très gros progrès en intelligence artificielle, notamment sur de la computer vision. Et quand on a monté Skillcorner en 2016, c'était un peu pour surfer sur cette vague. Là, alors, depuis 2 ans, on parle beaucoup plus de modèles génératifs, de ChatGPT. Moi, je dis pas qu'il peut pas y avoir un ChatGPT du sport. Je dis juste que quel La est question, l'usage c'est pour qui? pour qui, quelle est Pourquoi? l'application exacte. Et c'est sûr qu'il y a une problématique pour les clubs de comment on fait sens de cette information et peut-être que des ChatGPT-like appliqués au sport peuvent avoir de l'intérêt. Je dis juste que c'est pas la baguette magique. Je demande Il suffit pas de mettre deux mots-clés côte à côte voilà, pour c'est pas résoudre les pour créer une problématiques du pépite. sport. Ouais. Et faire en sorte, en l'occurrence, parce que quelqu'un est en train de lancer un chat GPT du sport, et la Il difficulté a les oreilles qu'il qui y a, sifflent là. alors j'imagine, ce qui est important aussi de penser, c'est de cadrer l'information, parce que ce qu'on récupère comme information, aujourd'hui, et en l'occurrence cette personne, elle est en train de se baser sur des recherches techniques et scientifiques par des chercheurs, mais si on agglomère un tas d'informations qui ne sont pas vraies, on peut se retrouver aussi avec, à la fin, on peut avoir le plus beau prompt de la Terre, si l'information n'est pas bonne. Il faut quand même cadrer un peu où est-ce qu'on va sourcer cette information. Ouais. D'abord la data et ensuite l'analyser et l'IA. Lorenzo. Ouais. Si on est très pragmatique sur le chat GPT du sport, j'ai entendu quelques athlètes qui utilisaient un cas d'usage avec chat GPT, c'est-à-dire qu'ils mettent leur score et leur performance dans chat GPT pour se comparer d'un entraînement à l'autre ou d'une compétition à une autre. Donc un usage très concret des athlètes, c'est celui-là. Donc c'est pas un GPT Ouais, là, du tout sport. le monde veut réagir parce qu'il y en pas a un beaucoup GPT pour du des sport, solutions où tu n'es pas obligé de rentrer à la main tes données. Vas-y, C'est Samuel. ça, typiquement, nous, chez Vecta, la valeur qu'on apporte, une des valeurs qu'on apporte aux coachs et aux athlètes, c'est justement de pouvoir comprendre les données des précédentes séances pour les comparer, etc. Et rien que le fait de pouvoir catégoriser les séances et du coup trouver les séances similaires et ensuite calculer des métriques, etc. C'est déjà parfois simplement de l'analyse de données, de la data, parfois un peu de modèles d'intelligence artificielle pour rapprocher les séances similaires entre elles, mais on n'est pas encore forcément dans l'utilisation d'un chat GPT. Et pourtant, la valeur finale, c'est bien de comparer deux choses entre elles et du coup d'en ressortir une action, par exemple, pour l'athlète ou pour le coach. Tout le monde me fait signe qu'il veut réagir, mais je vais te passer la main, Hugo. Je disais, vous transformez des images de matchs en données exploitables pour les clubs. Comme beaucoup d'entreprises, et je pense à peu près comme toutes les startups, vous avez été amené à faire ce fameux pivot. Je suis curieux de comprendre le pourquoi, parce que derrière ça, ça questionne les usages, ça questionne les business models aussi. Ouais, alors, pour refaire très rapidement l'histoire, donc nous on a créé la société en 2016 avec vraiment un angle très technologique de se dire en fait tous ces progrès en vision par ordinateur, en intelligence artificielle avec l'arrivée du deep learning devaient nous permettre de collecter de la donnée de manière beaucoup plus automatique, consistante, fiable que la collecte de données dans le sport qui était essentiellement à la main avec des gens qui regardaient les matchs et qui comptaient là il y a une passe, là il y a un centre, là il y a un tir, là il y a un dribble. Donc on pensait pouvoir faire mieux sans vraiment savoir à qui on allait le vendre. Donc on a vraiment fait le chemin un peu à l'inverse en développant la technologie sans savoir qu'est-ce qu'on allait en faire. Et au final. Au début, on a travaillé plutôt sur des applications fans auprès du betting et ce qu'on appelle le betting. Donc les paris sportifs. Et en fait, on s'est rendu compte que notre application, elle était intéressante, mais c'était pas un must-have pour les clubs et c'était pas un must-have pour nos clients. Ouais. Et en fait, on s'est rendu compte que c'est très difficile de vendre un produit qui n'est pas un must-have. Et finalement, 3 ans après, on se retrouve à travailler essentiellement avec les clubs et plus du tout avec les sites de paris sportifs. Et au final, vous avez transformé l'essai. Vous avez marqué un panier à 3 points tiré depuis Paris qui a traversé l'Atlantique pour tomber dans les filets de la NBA. Exactement. Bon, alors on a fait beaucoup de choses dans le foot d'abord, et puis maintenant aussi dans le basket, et en particulier avec la NBA. Et cette réflexion, mais je pense qu'on va l'avoir de manière assez commune, d'élargir petit à petit à d'autres sports, puis à d'autres typologies. On en parlera d'acteurs, pardon, on en parlera avec vous deux également. Mais le switch et ce passage, c'est quoi? On a une techno, et en fait, on se rend compte que les usages sont les mêmes. Exactement. Toute la problématique de recrutement à laquelle on a répondu dans le foot, on se rend compte que le sport américain, le basket, le foot américain
C'est pas exactement la même typologie de sport, mais ils ont exactement la même problématique de comment je trouve les meilleurs joueurs au niveau universitaire dans le foot américain ou dans les autres championnats dans le foot. Et donc, comment nous, on développe la technologie, on adapte la technologie pour qu'elle marche aussi sur d'autres sports. Et donc là, la promesse, elle n'est pas que d'analyser les statistiques de tes propres joueurs, mais de se servir de la data pour recruter les bons joueurs pour ton équipe demain. Exactement. Xavier, lorsqu'on préparait cette émission, tu m'as dit avec Hugo, on joue globalement sur les mêmes terrains de jeu. Pour autant, on n'est pas concurrents. Comment vous vous positionnez face finalement à la même typologie d'acteurs? Ouais, alors pour bien comprendre ça, il faut savoir qu'il y a deux types de données principales dans le monde du sport. Donc les données de tracking qui permettent de savoir où est le joueur sur le terrain, à quelle vitesse il se déplace. C'est une donnée aujourd'hui qui est très bien collectée par Skill Corner. Nous, on s'intéresse plutôt à ce qui est les données d'action et les données d'event qui permettent de comprendre ce qui se passe sur le terrain. Donc on va avoir le service au tennis, le plaquage au rugby, le shoot au basket. Et nous, c'est sur cette donnée-là qu'on se concentre pour venir finalement permettre cette collecte automatique de cette en temps réel. donnée d'action et complètement en temps réel. Xavier, Samuel, vous, votre terrain de jeu, c'est le cyclisme. Vous avez commencé avec les équipes pro, puis petit à petit, je disais, vous avez élargi et les publics et les offres. C'est quoi la logique derrière? C'est qu'à un moment, le marché est trop petit, ou simplement on voit des opportunités, on les saisit, ou est-ce que c'est la suite logique de n'importe quelle boîte aujourd'hui dans la Sportech? Exactement, et j'ajouterais juste pour un troisième type de données, pour rebondir sur ce que disaient Hugo et Xavier, nous on est sur toutes les données de signaux, par exemple la puissance dans le cyclisme, la cadence, la vitesse, les coordonnées GPS, etc. aussi. Et nous, exactement comme ce que tu disais Thomas, on a commencé par les pros, et en particulier les équipes pro cyclistes du Tour de France. Et c'était une niche dans laquelle on a pu se créer un réseau, une légitimité, une crédibilité, mais aussi technologiquement avancer de manière efficace et faire des fonctionnalités, des modèles qui apportaient vraiment de la valeur à ces personnes-là. Et l'idée, comme la niche, c'est pas ça qui va nous faire manger, pour parler crûment. L'idée, c'est vraiment de descendre sur un marché en pyramide, les coachs avec les sportifs amateurs fanatiques, on va dire, et ensuite le grand public, mais de manière, pour que ce soit cohérent avec la stratégie d'acquisition, de manière internationale, où dès le début, même au niveau des équipes, on ne s'est pas limité au marché français, puisque, comme on le sait, malheureusement, il n'est pas suffisamment large pour que ça ait du sens au niveau business. Mais justement, même avec des propositions de valeur assez différentes d'une start-up à une autre, il y a une donnée, elle, qui n'est pas extensible, c'est le budget qu'un club peut allouer à ces solutions-là. Je me tourne vers toi, Lise, mais c'est quoi globalement la limite pour les clubs aussi dans l'utilisation de toutes ces solutions, et comment des startups comme notamment celle que vous représentez aujourd'hui, mais toutes les autres vont pouvoir trouver un marché et toutes le trouver? Alors, la difficulté qu'on a, qu'on se mette d'un côté ou de l'autre, c'est que si on a un club, on est gentiment harcelé au quotidien avec des propositions de start-up, avec des idées qui sont certainement adaptées, qui peuvent apporter quelque chose. La difficulté, c'est est-ce que la personne qui est en face de moi dans ce club comprend correctement et a les moyens à la fois financiers, techniques et de compréhension, humain, ouais. Voilà, de pouvoir intégrer ça. Il y a évidemment la question financière, parce qu'il y a des choix à faire. Très souvent, ce qu'on voit dans les clubs, et c'est tout à fait normal, l'argent rentre principalement, on investit sur nos athlètes, parce que le marché, si je prends par exemple l'exemple du foot, mais comme dans d'autres sports aussi, on est sur une petite année. Donc ça va très vite. Il faut être pertinent tout de suite, il faut arriver avec des solutions, on dirait quick win. J'investis tout de suite, j'ai tout de suite la solution, ça me permet de savoir si mon athlète il est bon pour cette année, qu'est-ce que je vais le mettre et
qu'est-ce qui va m'apporter tout de suite. C'est peut-être aussi un peu la difficulté de tout ça, c'est que tout met du temps. Et que entre le temps de choix, de comprendre lequel je vais prendre, que je monte à ma direction, que je puisse avoir le go, que je puisse le mettre en place, tout ça, il est passé peut-être une saison, 2 saisons, on est déjà à l'arrêt. Et, donc ça, c'est quand même assez difficile depuis le club. Après, si je suis une start-up, évidemment, c'est mieux de connaître quelqu'un, hein. La vérité, c'est quand même ça. Ou en tout cas, d'avoir un autre club qui l'a déjà expérimenté et qui va me dire combien c'est bien que cette solution m'apporte quelque chose au quotidien. Quel est le ROI derrière? Exactement. C'est quoi le ROI derrière et qu'est-ce que ça va m'apporter? Investir, c'est bien, mais il ne faut jamais oublier que quel que soit le club, la fédé, il faut absolument avoir un retour sur investissement. C'est-à-dire que si j'investis 10, il me faudrait 10 en retour. Au moins. Où est-ce que je vais aller chercher les 10? Voilà, c'est ça. J'en ai toujours rêvé, donc et je vois que tout le monde veut réagir, mais je me mets du coup dans la peau d'un patron de club. J'ai 10 solutions qui viennent se présenter à moi. J'en ai une pour mon recrutement, j'en ai une pour l'analyse des joueurs, j'en ai une peut-être pour mes fans, pour la monétisation autour des fans. Certains qui viennent du rugby, mais qui arrivent dans mon club de foot, mais qui ont prouvé ce qu'elles faisaient dans le rugby. Bref. Comment je m'y retrouve, encore une fois. Et Lorenzo, je ne sais pas si c'est là-dessus que tu voulais réagir, mais c'est ce que je te propose. Alors, peut-être 2 niveaux de réponse. Soyons un peu pragmatiques. Ça va dépendre du pitch, à mon avis. Mais plus globalement, je pense que c'est une question d'adoption. Et je pense que ce sujet-là est à traiter comme n'importe quel projet de transformation. À savoir que dans une entreprise, c'est les collaborateurs, les dirigeants. Là, c'est les directions de clubs, de fédérations qui, dans un premier temps, ne connaissent pas et en ont même un peu peur. Et de ce que je constate auprès des coachs, des préparateurs et des clubs, c'est que, comme dans toutes les entreprises, ils ont peur d'être remplacés par l'intelligence artificielle, etc. L'IA Disneyland n'existe pas, en tout cas, on n'y est pas encore. Et le point, c'est que, à mon avis, aujourd'hui, la décision se fera par rapport à un niveau de connaissance, un niveau de compréhension des clubs et des fédérations. Et donc, c'est aussi l'enjeu de faire des événements autour du sport, c'est de rendre accessibles ces technologies à la plupart d'entre eux pour que ça devienne finalement un outil qu'ils vont réussir à utiliser, qu'ils auront envie d'utiliser. Et ensuite, je pense que quand on a utilisé un, tu sais en utiliser 2, et puis la machine s'enclenche. Mais de ce que je constate, c'est un sujet d'adoption, un vrai besoin d'acculturation immédiat pour que ça se développe plus rapidement. Voilà. Encore une fois, je vois que tout le monde veut réagir. Je pense que on arrivera à rebondir, qu'on soit un ballon ou simplement un invité de la causerie des meneurs. En France, on n'a pas de pétrole, mais on a la Sportec. Notre pétrole à nous, c'est la data. La question de fond derrière qui est soulevée pour le sujet, c'est comment on fait grandir la filière. Et pour ça, il y a pas mal de freins à débloquer, et mentaux, et business, et structurels. Hugo? Non, et je suis complètement d'accord. Et pour rebondir sur ce que disait Lise, en effet, les clubs fonctionnent beaucoup au court terme. On le voit, le coach vient d'arriver. S'il ne gagne pas, s'il perd 5 de ses 10 premiers matchs, il va se faire virer au bout de 3 mois. Donc c'est difficile pour eux d'avoir une stratégie autour de la data, de l'IA à très long terme. Nous, on voit ce qui a bien marché, c'est de vendre une vision à long terme, mais aussi de vendre un bénéfice à très court terme. Et c'est comme ça qu'on a été capable de faire une différence. C'est quand on était capable de leur prouver que sur leur prochaine décision de recrutement, on pouvait faire une différence. Et donc le club allait mettre 20 millions sur un joueur et on était capable de lui dire là tu vas diminuer ton risque en utilisant notre data. Là ça avait un vrai impact et ça n'empêche pas que en parallèle de ça tu peux construire de la valeur long terme, mais tu peux pas vendre de la valeur à long terme si t'apportes rien à court terme, quoi. Samuel. Exactement, nous, on a eu la même stratégie avec des équipes cyclistes où pour les convaincre de travailler avec nous sur notre produit commercial, on leur a dit ok, faites-nous confiance là sur les grands tours de l'été dernier et sur certains de leurs leaders. On prédisait combien de watts leurs leaders allaient faire sur la dernière montée d'une étape de montagne en troisième semaine du Tour de France. On était précis à 3-4%, donc ils étaient très contents et ça leur a vraiment permis de prendre des décisions de stratégie sportive par rapport à ça. Et ensuite, ça a créé la confiance qui a permis du coup d'aller plus loin sur une stratégie plus long terme, sur ok, on va réfléchir à comment on peut vous apporter de la valeur avec notre produit, mais pas que aussi. Donc
tout ça, c'est un peu des stratégies à avoir parce que justement, ils réfléchissent parfois trop court terme, mais il faut aussi leur donner les carottes, si je puis dire, pour qu'ils puissent nous prendre au sérieux, surtout nous en étant une start-up qui commence ou du moins qui n'a pas le plus grand réseau dès le début. Je vois qu'on a pas mal de questions des spectateurs. Je vais les prendre dans un instant. Je voudrais juste rester là-dessus sur les défis à relever. Quand on préparait cette émission, vous m'avez parlé, alors j'en ai relevé quelques-uns, mais je pense, j'en suis même certain qu'il y en a d'autres. Vous m'avez parlé de révolution culturelle à faire dans les clubs, de vraie création de valeur, on en parlait un peu, de passage à l'échelle technologique aussi pour réduire les coûts, mais c'est peut-être pas les seuls qui veut prendre la main. Xavier? Ouais, bah complètement. Je pense qu'aujourd'hui, comme on l'a expliqué déjà très largement, la data, elle est quand même très focalisée sur les équipes professionnelles, et encore plus sur les joueurs de ces équipes professionnelles qui représentent vraiment la principale source d'investissement de ces structures-là. On peut être quasiment certain que dans 1 an, 2 ans, 5 ans, peut-être 10 ans, on va pouvoir redescendre la technologie qui est aujourd'hui disponible pour ces joueurs-là, dans ces structures-là, vers le sport amateur, vers le grand public aussi, pour que cette analyse de la performance, finalement, elle permette aussi de décrypter, de vulgariser cette performance. Et nous, c'est aussi en ce sens qu'on essaye d'avancer pour, certes, s'adresser à cette typologie-là qui est aujourd'hui la plus rémunératrice, et pour des structures comme de la taille des nôtres, c'est ce qui est le plus important. Mais à l'avenir, pouvoir redescendre cette technologie vers le plus grand nombre. Ouais, je pense que la bonne image pour illustrer ça, c'est les baskets de running. Quand vous avez vu les baskets avec des plaques carbone qui sont arrivées, vous avez donc qui étaient utilisées par les pros, tout de suite tous les amateurs se sont mis à en acheter. Vous avez même des personnes qui savaient pas très bien courir qui se sont achetés des baskets carbone. Et qui courent plus vite du coup. Et qui courent. On regardera avec les données, mais globalement c'est la même chose, je pense, sur la partie tech, c'est-à-dire que aujourd'hui les athlètes de très haut niveau utilisent ou pas ce type d'outils. On peut appeler ça peut-être de l'enrichissement ou du dopage technologique, je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais dans tous les cas, je pense que le sportif amateur voudra l'utiliser et du coup va se donner les moyens pour l'utiliser. Donc je pense que la démocratisation de ces outils est fondamentale. Justement, mais qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui limite justement le passage du B2B au B2C? Samuel, peut-être? Moi, si je parle des sports dont on s'occupe chez Vecta, donc sur l'endurance, on a la chance que les amateurs et le grand public ont les mêmes outils que les professionnels, que ce soit des athlètes du Tour de France ou du triathlète qui fait son Ironman à Nice. Donc là-dessus, sur les outils, on est plutôt bien lotis. Et idem que Lorenzo, je partage exactement la même vision. Les sportifs veulent répliquer ce qu'ils voient chez les professionnels, et du coup nous c'est exactement cette stratégie qu'on adopte, à la différence que nous, la niche des cyclistes pros, c'est pas celle qui nous rémunère le plus. On capitalise sur voilà, la crédibilité et la technologie qu'on arrive à développer avec eux pour descendre chez le grand public, qui là sera pour nous plus rémunérateur, à la condition qu'on arrive à démontrer un modèle d'acquisition qui soit vertueux. Voilà, vertueux. Ouais. De votre côté, à tous les deux, le switch, il va se faire comment, ou il se fait comment, si vous avez déjà réussi à craquer deux, trois choses? Hugo? Alors nous, on n'a pas craqué dans le sport amateur. Par contre, tu parles qu'est-ce qui bloque si on prend quand on a créé Skillfire en 2016, il faut voir qu'à ce moment-là, la vidéo sur du sport amateur, elle n'existait pas. Les gens, ils se filmaient pas quand ils jouaient leur match le dimanche matin. C'est complètement en train de changer. Aujourd'hui, ça veut dire que versus un match de foot pro où il y a 10 000 caméras et je filme mon copain avec mon smartphone. Nous, notre vision, c'est d'être capable de collecter de la donnée à partir de très peu. Donc, on n'a pas besoin de 100 000 caméras, mais le problème, c'est qu'il n'y en a pas une seule dans le sport amateur. Et en fait, ça, c'est en train de changer. Il y a plein de systèmes de captation vidéo qui, de manière automatique, donc tu n'as pas besoin d'avoir un réalisateur, un caméraman. Tu installes juste ta caméra, le coût n'est pas énorme. Et on voit que de plus en plus de terrains amateurs, c'est pareil dans le sport, même au niveau lycéen américain. Donc cette plateforme vidéo, elle commence à exister. Une fois qu'elle est là, on peut commencer à réfléchir à plugger de la technologie et le type de technologie qu'on développe. Mais il fallait faire cette phase 1, et je pense que cette phase 1, elle n'est pas complètement finie encore.
Oui, Lesquels? pour aller de pair du coup avec ces nouvelles méthodes de captation vidéo, il y a aussi un travail de notre côté, en tout cas chez Diptimize. Alors même si tu disais que tu n'avais pas craqué, nous on ne l'a pas fait non plus, mais il y a des vrais enjeux par rapport à l'utilisation de la computer vision sur ces nouveaux moyens de captation vidéo, parce que c'est des angles, sans rentrer dans un détail super technique, c'est des angles plus larges qui nécessitent du coup des modalités de traitements un traitement peu différents, algorithmiques ouais. un petit peu différentes. Et donc c'est des enjeux voilà, qu'on peut chercher à résoudre pour justement démocratiser ensuite cette analyse de la vidéo. Moi, je suis un peu dans un match de tennis, donc je passe de gauche à Lise. Oui, pour compléter éventuellement ce qui s'est dit, le passage du B2B au B2C, si on prend typiquement les baskets, et pourquoi je vais m'acheter cette paire de baskets, bon, bah, déjà, pour démocratiser, il faut le prix, hein, voilà, ça c'est la première chose, et il faut un ambassadeur, il faut quelqu'un qui l'incarne pour avoir des followers derrière qui aient l'impression de porter la s'offrir, bonne... ouais, Voilà, ouais. exactement, ça c'est la première chose. Si on prend la captation et comment on peut démocratiser aujourd'hui le sport amateur, effectivement, simplifier le modèle, keep it simple, hein, le KISS, c'est la base. Keep it simple, j'ai une petite caméra, je peux le faire sur mon téléphone, je peux le partager avec d'autres, ça c'est la base. Éventuellement sur un modèle payant, ça c'est encore faisable. Si toutefois, donc un genre de modèle SaaS où on pourrait avoir utilisation d'outils, mais qui me permettrait de briller auprès de mes amis, de ma communauté, voire même de ma famille, je pense que ça fonctionne seulement si, effectivement, l'outil de captation est simple, que l'utilisateur peut l'utiliser très simplement comme il ferait aujourd'hui de la vidéo sur ses propres réseaux, et puis avec un prix toujours abordable. Il faut quand même toujours se dire que le prix, ça reste quand même le numéro 1, surtout quand on passe en B2C. Je fais une petite pause mi-temps avec les quelques questions à la volée. Faites-moi signe si vous souhaitez y répondre. On nous demande est-ce qu'il serait possible à terme de fusionner IA, data et cognitif pour optimiser la performance du sportif. Pour l'aspect Samuel, ouais. cognitif, c'est encore, je pense, un peu compliqué parce que ça sous-entend. Alors, soit il y Qu'est-ce a. qu'on entend par cognitif? Oui, il y a aussi il y a peut-être l'aspect psychologique, comment on se sent pendant un entraînement, après un entraînement, avant un entraînement, comment on a dormi. Alors, avec des outils comme des bracelets Whoop, comme j'ai ici, ou des bagues connectées, Bagoura, etc., on peut avoir un début de réponse avec comment on a dormi, comment on a récupéré, etc. Mais l'aspect psychologique, aujourd'hui, il repose quand même beaucoup sur Du déclaratif. du logging déclaratif, voilà. Ce qui, tant que l'utilisateur ne voit pas la valeur et que c'est vraiment un must-have, comme disait Hugo, les gens, ça les embête de déclarer tous les matins comment ils se sentent, pardon. Et c'est compréhensible parce que c'est chronophage, etc. Donc là-dessus, je pense que ça reste encore compliqué. On commence à l'avoir avec voilà, des wearables qui permettent d'avoir une première idée de comment se sentent à l'intérieur les personnes. Mais oui, je pense que c'est ce vers quoi on tend, maintenant pas encore aujourd'hui. Moi, je suis incapable de savoir ce que ressent Hugo sur cette question, donc je vais lui demander. Non, le côté cognitif, psychologique, c'est intéressant parce que nous, c'est une question qui arrive tout le temps quand on parle de recrutement. Ce que nous disent les recruteurs, c'est OK, vous arrivez à évaluer physiquement les joueurs, vous arrivez à les évaluer techniquement, tactiquement. Il y a quelque chose qui manque, c'est l'aspect vraiment psychologique. Et on Dans est quel état complètement. d'esprit ils arrivent si je les Voilà, recrute? et je Ouais. fais venir un joueur brésilien en France qui parle pas le français, qui a toujours vécu à Sao Paulo, comment ça va se passer? Et on voit que 50% des transferts échouent parce que juste le fit Speaking club, naturel, voilà, ouais. le culture fit avec Oui. le club ne marche pas. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on peut très difficilement résoudre. On voit des petites bribes, par exemple, si vous regardez quel type d'effort fait un joueur quand son équipe perd 3-0. En fait, vous commencez à évaluer un peu, est-ce que psychologiquement, ce mec-là, c'est Il quelqu'un tient. avec qui Ouais. j'ai envie de jouer ou pas. Mais on touche à peine C'est la surface. anecdotique Hein. aujourd'hui, ouais. Lorenzo, ouais. Ouais, moi, j'ai deux niveaux de réponse. Le premier, c'est qu'effectivement, quand on regarde dans le sport de haut niveau, les sportifs professionnels, ils ont ce type d'outils. On leur demande de labelliser, entre guillemets, leurs données. Ils ne le font pas. La plupart ne le font pas. Pour une raison, c'est qu'ils ont peur de l'impact que ça peut avoir pour leur prochaine sélection dans un match. En revanche, je suis assez convaincu que pour le sport amateur, qui n'a pas d'enjeu et ne doit pas se justifier, je suis assez convaincu que ça arrivera, ça devra arriver, parce que si on veut avoir des agents IA qui te font, enfin des coachs par IA
qui te font de la recommandation, on va être obligé de labelliser les données sportives, c'est-à-dire je viens de faire un run, je suis fatigué, je viens de faire un match de basket, je suis fatigué, mais je suis fatigué parce que j'ai trop couru ou parce que j'ai perdu le match. Et donc, je pense qu'on va être obligé de labelliser cette donnée beaucoup plus pour que dans le sport amateur, on puisse l'utiliser et avoir des agents. Et de l'autre côté, plutôt dans la formation, on voit arriver des formations qui utilisent de l'IA et des capteurs, on va dire cognitifs, si c'est la définition qui a été exposée, qui permettent de connecter un équipage, par exemple, d'un hélicoptère ou d'un avion de chasse ou d'un avion, ou peu importe, ensemble via des capteurs. Donc, on arrive à les connecter avec de l'intelligence artificielle via des capteurs, ce qui permet d'optimiser la performance pendant l'entraînement et pendant les temps de vol. Donc, il y a des choses qui commencent à arriver. Et voilà, après, ça reste une conviction. Je ne sais pas si ça marchera, mais à titre, en tant que sportif. Rendez-vous dans 10 ans et je dirais est-ce que ce que disait Lorenzo tenait du fantasme voilà, ou de la vraie révolution, Lise, si tu souhaitais rebondir. Ouais. En fait, moi, le cognitif, effectivement, ça m'évoque la partie médecine, la recherche. Ça m'évoque exactement ce qu'on vient de dire là, puisqu'il y a en ce moment des recherches qui sont faites. Et demain, on aura effectivement de la data, de l'IA, et de la médecine pure, avec de la recherche qui seront connectés via ces capteurs, via autre chose. Et pour rebondir sur ce qu'on a dit tout à l'heure, la difficulté qu'il y a aujourd'hui, c'est que tant que c'est du déclaratif, il y a une perte d'informations parce que la motivation de tous les matins, elle n'y est pas forcément. Et puis, il ne faut pas oublier non plus que quand on est un athlète... Il n'y a pas d'unité de mesure avec les déclaratifs. Il n'y a pas d'unité de mesure, c'est très personnel, Ouais. c'est-à-dire mon ressenti, est-ce que sur l'échelle de valeur, elle est la même que le voisin? Donc ça, c'est une chose. Et puis aussi, il ne faut pas oublier, on parlait tout à l'heure de l'athlète brésilien qui arrive. Est-ce qu'il a aussi tout à fait envie qu'on connaisse exactement quelles sont ses forces et ses faiblesses? Je veux dire, aujourd'hui, c'est quand même assez complexe, on se vend assez cher. Le jour où tout le monde saura tout sur vous, c'est de l'ordre de au travers de la l'intime. médecine, ça peut aussi casser une carrière. Donc, est-ce qu'on ira jusqu'au bout? Je ne sais pas. L'avenir le dira. Après, ce qui ressort, c'est que, de mes discussions avec les athlètes, c'est que eux veulent cette data, mais ne veulent pas forcément la partager. Ouais. Voilà. Mais eux en ont besoin, en fait. Eux se font leurs propres analyses, se regardent après match, etc. Donc, Et là, on en revient à qui paye. Oui. Qui paye pour cette data? Est-ce que c'est le club? Si c'est le club, alors cette data est partagée. Voilà. Alors, écoute, super transition, mais je vais le mettre là. Ouais, c'est une belle passe D. Je crois que c'est toi, Mickaël, qui évoquait justement le cas d'un joueur qui avait utilisé de la data, en l'occurrence qu'il n'avait pas payé lui, pour renégocier son contrat. Oui, effectivement, on parlait beaucoup de démocratisation de l'usage de la donnée dans le sport. Il y a un exemple assez fort qui est ressorti il y a quelques mois. C'est donc Kevin De Bruyne, le joueur de foot de Manchester City, qui a utilisé du coup la donnée pour renégocier son contrat avec le club. Je pense que ça va dans le sens... C'est bon pour vous, ça. Exactement. Ça va dans le sens de un petit peu, voilà, cette adoption de la donnée dans le monde du sport. Moi, je viens de ce milieu-là, donc je le connais bien, ce que décrit Lorenzo sur on va dire, les freins que peuvent avoir les sportifs à fournir cette donnée de manière permanente. Ils sont réels. Il y a aussi une vraie contrainte pour les clubs qui, comme ils sont démarchés par plein de boîtes qui font des super outils, reçoivent énormément de données, se posent vraiment la question de l'utilisation de cette donnée, parce que c'est bien beau de recevoir des données GPS, des données de tracking, des données d'action. Qu'est-ce que j'en fais et pourquoi? Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je l'utilise vraiment dans ce milieu du sport qui, comme on l'a déjà dit, est soumis à des contraintes de résultats à super court terme? C'est parfois du coup délicat de s'équiper de nouveaux outils pour en plus traiter et analyser cette donnée supplémentaire. Je reste sur les questions. J'en ai une sur la réglementation IA en Europe. Est-ce qu'elle est un frein pour le développement technologique par rapport à des outils US d'un côté ou chinois de l'autre? Alors, la réglementation, je vais Tout le monde a fait un pas. Oui, voilà. Et il nous reste Lise voilà. au premier rang. Oui, bon, alors ça, c'est d'actualité. Comme je suis aussi administratrice indépendante d'entreprises et de start-up, la réglementation et le RGPD fait partie évidemment de ce qu'on traite au quotidien. Alors, moi, je vois ça, effectivement, et là, tout dépend comment on se place. C'est un frein, mais c'est aussi une opportunité. Il ne faut jamais oublier que toute chose a son pendant.
Oui, ça peut être un frein parce que le développement, le partage de données, l'encadrement qu'on va faire de ses propres data et le fait de s'externaliser ou de s'expatrier avec tout ça pose un problème. Et effectivement, on n'a pas les mêmes cadres juridiques ni en Europe, ni voilà, typiquement les États-Unis ou la Chine. Hein. On voit bien la guerre qui se livre en ce moment sur la data, ne serait-ce qu'au travers de TikTok, ne serait-ce qu'au travers voilà, de plein d'exemples qu'on a, sachant que TikTok, évidemment, essaye de se faire une part belle sur le gâteau du sport. Donc, oui, mais c'est aussi une opportunité parce que si on met les règles dès le départ, on peut aussi mieux exporter ses propres startups, hein, comme on a là aujourd'hui. On a des très belles pépites en France qui, si elles sont bien encadrées, bien prêtes à aller affronter l'extérieur, on peut se permettre de faire de très très belles choses. Est-ce que, si je comprends bien, il y a des réglementations qui limitent le développement de certaines innovations en France, en Europe, mais aussi des réglementations qui sont peut-être celles qui peuvent à un moment repositionner le marché et rendre tout ça plus équitable? Moi, ce que je trouve, je suis assez d'accord avec toi, Lise. Le seul bémol que moi je mettrais, c'est juste peut-être parfois un manque de cohérence par rapport à la taille des acteurs. Nous, on a eu ce souci-là avec une grande équipe cycliste française qui nous a traités, entre guillemets, comme un prestataire lambda. Et en fait, on a dû passer par des process, vraiment une usine à gaz, pas seulement RGPD d'ailleurs, mais tout simplement le process habituel qu'ils adoptaient pour valider un prestataire. Parce que derrière cette équipe, il y avait un gros organisme. Et le souci, donc, c'est que ça a retardé ça, contrairement à d'autres équipes étrangères avec qui, du coup, on a avancé beaucoup plus vite et qui ont bénéficié de cette valeur-là. Dans un milieu aussi compétitif que le cyclisme, parfois, il faut peut-être ajouter une petite cohérence par rapport à la taille des acteurs, où c'est compliqué de demander à une start-up qui sont moins de 10 personnes un questionnaire de 200 questions où il faut avoir une équipe RGPD de juristes derrière soi pour pouvoir y répondre correctement. Donc, c'est bien parce que c'est normal. C'est des process qui permettent de, eux, les sécuriser parce qu'ils ont d'autres enjeux encore plus élevés que nous. Mais voilà, je pense que c'est juste une histoire de cohérence parfois par rapport à qui on a en face. Les enjeux de compliance sont effectivement pas les mêmes selon les marchés, et ça, c'est une évidence. Mais ça marche aussi pour la technologie. Il n'y a rien de plug and play dans aucun système. Évidemment, et surtout quand on est une start-up, c'est très difficile parce qu'on perd beaucoup de temps et que parfois on n'arrive pas à signer aussi vite qu'on voudrait. Et c'est sûr. Bon, maintenant, il y a certainement aussi eu des abus. Donc maintenant, on passe dans un autre extrême, sachant qu'effectivement, en tant que Français, on n'est pas régi par le système que français, on est régi par le système européen. Et donc, on doit se plier, nous aussi, à un système général. Je reste dans la notion de compète en termes de techno. On est bien positionné. On commence à voir qu'on se fait dépasser ou qu'on l'est déjà largement. Hugo? Parce que vous avez quand même aller conquérir les US. Ouais, c'est ça. Nous, on voit qu'on est une start-up qui est française, puis européenne, puis en fait, on arrive à avoir un produit qui est ultra compétitif sur des sports américains, alors que les Américains ont quand même une grosse appétence pour le sport, donc c'est pas hyper naturel. Je pense qu'on a une énorme force en France et en Europe qui est notre niveau de mathématiques qui a été pour la première fois vraiment exploité par l'essor de l'intelligence artificielle. On le voit si vous prenez les 4 dirigeants de Facebook AI, de Google DeepMind, il y a énormément de Français, énormément d'Européens. Mais ils ne sont pas dans des boîtes françaises. Qui sont malheureusement pas dans des boîtes françaises, mais il y a quand même un actif qui est hyper important et qui nous permet de créer des leaders en France, même si, en effet, start-up, on a besoin d'avoir une certaine rapidité d'exécution et que parfois le cadre réglementaire nous limite un peu. Malgré ça, on arrive à créer des très belle success story française. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un sujet, un moment de rapprochement entre des acteurs français, européens et peut-être pas que, pour avoir une taille suffisamment importante et pas se laisser dépasser par des bornes géants? Enfin, je ne sais pas comment le dire, mais Lise. Ouais, j'étais effectivement, je suis intervenue la semaine dernière à la Sport Tech Nation à Munich, où il y avait
la French Sport Tech, qui était présente. Et ce qu'on voit naturellement, c'est qu'on a de très très belles technologies. Là, je parle pour la France, mais on s'aperçoit aussi qu'il y a la présence d'autres acteurs sur d'autres marchés, comme l'Australie, même en Europe, où on fait plus ou moins les mêmes choses, mais pas de la même façon, et que parfois l'idée de rapprochement, alors c'est très dur, il faut abandonner son bébé, il faut lâcher son ego, Faut accepter de lâcher parfois un peu de sa tech. de lâcher un peu de sa tech, de sa data, voire même de son IA, voire même de ses investisseurs. Mais le fait qu'on puisse être peut-être plus gros et plus fort à un moment donné permet d'être plus grand justement sur des grands marchés comme les États-Unis, où finalement ils sont peut-être plus mûrs à recevoir que nous. Nous, on est plus, je dirais, séparés. On est plus en version puzzle aujourd'hui. Alors, il faut dire que notre French Tech, elle est en train de se construire. On est passé à des chiffres assez impressionnants en peu de temps. Il y a de plus en plus de start-up qui se sont mises ensemble, agrégées autour d'un ensemble d'acteurs aujourd'hui, soutenus par l'État. Mais évidemment, ce nombre ayant grandi, il faut qu'il soit soutenu autant financièrement, un petit message pour la BPI évidemment, mais soutenu à tous les niveaux de l'État, que ce soit dans les futurs budgets du gouvernement, que ce soit sur la renommée. C'est le moment de faire sa liste de courses. Voilà, j'espère qu'on a entendu aujourd'hui. Il faut effectivement qu'il y ait un soutien, qu'il soit financier, qu'il soit dans les rayonnements pour pouvoir sortir plus fort de tout ça. Je vais revenir sur le rayonnement. Juste vous trois, typiquement, sans dévoiler quelque chose qui serait peut-être confidentiel au moment où on se parle, mais est-ce que les acquisitions, la croissance externe, c'est des choses que vous regardez ou en tout cas que vous questionnez dans vos boîtes respectives? Et à l'inverse, vous avez peut-être aussi été approché dans ce cadre. Ça n'a peut-être pas donné lieu à des suites, mais et voilà. Parfois, nous, c'est pas encore un stade auquel on est pour l'instant, parce qu'on est vraiment encore dans une stratégie à la fois de développement technologique, mais aussi de croissance jusqu'à un certain niveau critique, on va dire, pour être pertinent, même si on est en bonne voie. Mais oui, complètement, c'est pas quelque chose qui est un gros mot. Non mais alors, ça, mais ce que ça veut dire derrière, est-ce que vous y voyez même la logique industrielle et de marché pour aller voir plus grand en fait? Je pense que la particularité du marché et quand même de la donnée dans le sport, c'est que ça reste au niveau mondial un marché assez acquisitif sur les entreprises qui peuvent apporter de la valeur avec des nouvelles technologies. Donc je pense qu'il y a aussi un intérêt peut-être que ce rapprochement il se fasse au niveau français voire européen plutôt que du coup de tendre vers les mastodontes sur ce donné-là qui sont plutôt des entreprises outre-Atlantique. Donc voilà, on sait, nous on est aussi une plus jeune boîte comme Vecta, donc on cherche de la croissance en priorité. C'est pas quelque chose qui est notre objectif. On sait que c'est une réalité de ce marché-là, et donc il peut y avoir peut-être des modèles effectivement à construire pour adresser potentiellement les acteurs qu'on adresse déjà, mais aussi faire des synergies entre des acteurs existants pour adresser un plus grand nombre et faire ce que tu pouvais présenter d'actions communes pour scaler. Hugo. Ouais, non, souvent sur des sujets de croissance externe, il y a un sujet géographique. Est-ce qu'on est capable d'aller prendre un nouveau marché prendre un nouveau marché. Il y a des sujets de vertical. On voit dans le sport, tu as des sujets fans, tu as des sujets professionnels, tu as des sujets à sport amateur, tu as du broadcast et tu as du pari sportif. Donc c'est sûr que pour faire un leader mondial dans ce domaine-là, on est obligé, c'est pas des énormes marchés à part entière, mais on est obligé d'agréger différentes applications et donc il y aura forcément des sujets de consolidation sur ce marché-là. Avant d'aller sur le rayonnement, ça m'amène à une de mes deux questions naïves. Alors, c'était peut-être pas les seules, mais c'est celle que j'ai repérée en comme ça. Est-ce que c'est un fantasme de penser, c'est une sorte de all-in-one solution qui permette de répondre à toutes les problématiques d'un sport, du club jusqu'aux fans ou multisport? Je sais pas qui. Est-ce qu'il y a déjà des choses qui sont en cours là-dessus? Alors peut-être au fur et à mesure des consolidations, etc. En revanche, je pense que chaque sport a ses caractéristiques et donc chaque
sport va avoir ses propres contraintes en termes de collecte de données et d'analyse via des outils d'intelligence artificielle. On prenait l'exemple du basket ou du foot. Exemple très simple, le foot, la balle, elle reste majoritairement au sol. Le basket, la balle, elle rebondit. Donc, on a plusieurs dimensions à analyser. Donc, typiquement, entre ces deux sports, il y a une grosse différence. Donc, ça demande une grosse adaptation. Donc, je pense que peut-être qu'un jour, il y aura un outil qui te permettra de sélectionner Le ballon ton et puis sport, la ouais, typologie de sport, la typologie d'études que tu veux faire, etc. Mais effectivement, je pense que ça viendra on n'y est d'une pas. consolidation majeure. Mais ces caractéristiques sont importantes à prendre en compte parce que c'est ça aussi qui retarde le déploiement des startups qui adressent un sport et qui, du coup, n'arrivent pas forcément à se déployer rapidement sur un autre sport. Donc, c'est aussi à prendre en compte. Allez, j'en profite pour ma deuxième question naïve. Sur les smartphones, on a vu que tout le monde était passé par obligation à l'USB-C, donc une même norme. Est-ce que dans votre domaine, il y a des standards de données, un langage commun qui fait que c'est facile de passer d'un usage à un autre, d'un acteur à un autre pour la compréhension de cette donnée? Dans le sport d'endurance, c'est les wearables principaux utilisent le format de fichier FIT qui est originellement créé par Garmin. Et du coup, les autres wearables se sont un peu calqués sur ce modèle-là, ce qui nous permet, nous, de pouvoir s'intégrer à différents fournisseurs de wearables et ainsi proposer la même valeur aux personnes qui n'ont pas forcément la même marque de montres connectées, par exemple. Donc, je parle pour le sport d'endurance. Mais il n'y a pas que ce Mais il y a sport. pas que Et ça. je vois que Xavier Oui, bah, réagit. nous c'est ce qu'on essaye d'adresser forcément chez Diptimize, dans le sens où nous, on permet du coup d'automatiser la collecte de la donnée. Et une donnée, du coup, collectée automatiquement par un ordinateur, elle est forcément super homogène, donc de meilleure qualité. Et donc, elle permet finalement de s'exporter sur différents supports. Et elle permet une utilisation beaucoup plus homogène et par différents acteurs. Donc, nous, on essaye d'apporter des éléments, des outils pour tendre vers ça. Pour comprendre toutes les formes de data, les analyser, les traiter, Hugo. Ouais, non, je rejoins complètement. Je pense qu'il y a un vrai besoin, nous, dans notre secteur, de standardisation. C'est-à-dire qu'il y a plein d'acteurs qui font de la data. Tous va faire son propre format et ça rend le truc hyper complexe pour les utilisateurs. Il y a quelques bonnes initiatives, notamment de la FIFA, qui essaie de mettre en place des formats uniques, des identifiants de joueurs uniques, des choses qui permettent à tout le monde De de se croiser. retrouver parce que finalement il y a très peu de valeur dans comment lui délivre sa donnée et comment lui délivre sa donnée. Si tout le monde pouvait faire la même chose, ça serait bénéfique pour le marché. Et en fait, il n'y a que les grandes instances qui peuvent mettre en place ce genre de choses. Donc bon, là tu parlais de Garmin, ça c'est venu d'une entreprise qui était ultra leader à un moment et donc qui a imposé son format. Sinon, si c'est pas le cas, ça doit venir des grandes instances et la Mais FIFA typiquement. après, sans parler de lobbying, mais il y a des comités autour de la normalisation où des acteurs grands et petits peuvent se mettre autour d'une table. Alors, je ne sais pas quelle différence de poids, mais c'est peut-être un sujet à aller cranter. Je parlais de rayonnement tout à l'heure. On sort d'une année où on était tous des sportifs dans l'âme. On aimerait que ça dure, mais comment on fait que ça dure pour le business, Lise? Ah, c'est une bonne question. Après les Jeux, entre autres, mais après tous les grands événements sportifs qu'on a eu en France, on a eu quand même la Coupe du Monde de rugby, la Coupe du Monde féminine, de foot, tous les acteurs et tout notre jeune Sport Tech Nation a réussi, certains ont réussi mieux que d'autres évidemment. Comment on fait pour faire en sorte que ça fonctionne encore demain? Quand on est une start-up, la difficulté c'est que un coup c'est bien mais c'est pas suffisant. C'est pas comme ça. Le POC ne fait pas tout. Non. Bien sûr que ça permet de voir ce qu'on a pu livrer, qu'on a été parfait, qu'on a porté quelque chose, que le ROI est formidable. Maintenant, de nouveau, et c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, il faut toujours un soutien d'État, un soutien de groupement, un soutien qui permette de continuer ce rayonnement. Parce qu'un jour, on est sous la lumière, et le lendemain, et ça on le voit très très bien à la suite des Jeux, le comité d'organisation il est dissous, chacun rentre chez lui. Et puis, celui qui, pendant les Jeux, on livre quelque chose de très intense, on est totalement focus sur ce qu'on livre, mais c'est pas le moment où on distribue des cartes de visite. Il faut quand même être très clair.
Donc, si on en fait quelques-unes, mais on est toutes à son produit. Et puis, quand on sort de là, si on n'est pas entouré, si on n'a pas été remarqué correctement, si on n'a pas eu quelqu'un qui a su vendre la solution, voilà, on a pu engranger un peu d'argent et un tout petit peu du marché, mais pas plus. Donc là, il faut qu'il y ait un rayonnement quotidien et permanent et qui continue en dehors de ça. Et peut-être un vrai sujet de réunir les écosystèmes, alors les meneurs avec BPI France notamment Exactement. à l'Arena il y a 2 mois maintenant. Aussi, il y a Force Sports. Comment Lorenzo, vous allez tenter d'animer cet écosystème pour qu'in fine, on crée quand même des beaux champions? Alors déjà, AI for Sport est un écosystème, c'est-à-dire qu'on a interagi avec tous les acteurs du sport, et donc BPI France et les meneurs étaient présents Ouais. sur l'événement, mais la vocation, c'est vraiment de réunir tout le monde. Donc, et c'est la même chose pour tous les écosystèmes. On réunit les scientists, les sportifs, les clubs, les fédérations, etc. Tout le monde au même endroit pour faire du business, se retrouver et s'acculturer. Donc la vision des AI for Sport, c'est très simple. Déjà, on a une prochaine date, ce sera en septembre, dans un lieu magnifique au plein cœur du 8e arrondissement. Pas en VR donc. Pas en VR, non, pas en VR, ça sera au Grand Palais les 16, 17 et 18 septembre 2025, avec une édition, j'espère, plus grande, mais surtout, l'objectif, c'est de rendre visible notre écosystème français à l'international. Donc peut-être qu'on aura des éditions à l'international. Maintenant, où? On verra. Avant de conclure, il restera une ou deux questions des spectateurs. On ferme les yeux, on prend notre boule de cristal, en fait on les rouvre et on regarde dans cette boule de cristal. À 5 ans, à 10 ans, vous avez dit que ça prenait du temps mais que tout s'accélère aussi. Qu'est-ce que vous voyez, soit de waouh, soit de tangible et relativement démocratisé comme innovation, en tout cas comme promesse d'innovation qui veut prend. Alors, allez, Lise. ouais. Moi, je vois quelque chose qui sera un assez grand bond dans l'avenir. Je ferai une comparaison avec typiquement les télécoms et l'Afrique à l'époque, qui n'est pas passé par le téléphone filaire, mais qui est allé directement au mobile. Exactement. Eh bien, moi, j'imagine quelque chose qui est en train de prendre forme, hein, mais qui était peut-être un saut un saut encore plus grand. Et ça me fait référence, entre autres, aux Futurous Games qui sont portés par Philippe Blanchard, qui avait apporté ça déjà il y a quelques années en arrière, et avec un marché qui n'était pas mature. C'est quoi ? Ce sont des robots, ce sont des exosquelettes, donc c'est de l'hybride, c'est une façon de faire intervenir des athlètes, de l'e-sport. C'est un mélange de tout, avec de la techno, de l'IA, de la data. La VR, évidemment. Finalement. Moi, je crois, oui, finalement, mais c'est-à-dire peut-être pas de la façon dont on le pensait initialement. Moi, je pense, alors quand on dit 10 ans, c'est peut-être encore un peu juste, mais un certain nombre de pays sont très portés vers l'innovation. Alors, ce que je vais dire est assez disruptif, mais la Russie, typiquement, hein. Mais ça peut être aussi l'Arabie Saoudite, le Qatar. Un certain nombre de pays sont prêts à porter des projets comme ça, qui sont des premières innovations et qui verront une adoption, en tout cas sous forme de tests, pour commencer, puis qui deviendront après éventuellement les Jeux Olympiques de demain, hein, mais qui ne seront pas des Jeux Olympiques en tant que tels. Pour accélérer un tout petit peu le rythme, on arrive à la conclusion, mais j'aimerais vous entendre sur l'avenir, la projection. Hugo, rapidement. Ouais, rapidement, moi, ce que je vois un peu moins futuriste, ce qu'on a évoqué avant, c'est, en tout cas sur notre domaine de la collecte de la data, on voit que l'humain est toujours très présent. On n'est toujours pas capable de remplacer complètement l'humain pour collecter certains types de données. Je pense qu'on va quand même dans la direction où petit à petit l'humain va pas plus être utilisé pour la collecte de données, plutôt sur son interprétation. Je suis pas sûr que ça arrive dans 5 ans, peut-être plus dans 10 ans, et on verra. Mickaël. Oui, de la même manière. Pardon. Non. Pardon. De la même manière, on a déjà beaucoup évoqué un peu ce ruissellement. Moi, je pense que cette technologie, elle va venir toucher le plus grand nombre. Elle vient déjà toucher le sport amateur, on le sait. Elle va
aussi, selon moi, ruisseler un petit peu sur le grand public, où aujourd'hui, il y a beaucoup d'organisations qui investissent sur l'expérience spectateur, l'expérience téléspectateur, l'expérience fan même, d'une manière plus globale. Et je pense que c'est des outils qui vont se développer pour améliorer aussi cette expérience-là, parce que c'est un élément sur lequel beaucoup d'acteurs aujourd'hui investissent. Et nous, sur notre domaine, c'est plutôt le fait qu'à chaque instant, un sportif, un coach, il sache quelle action il doit prendre pour aller de la manière la plus directe, optimale et efficace possible vers que ce soit un objectif de course, de résultat, d'optimiser sa performance en général, de réduire son risque de blessure, parce que tout ça, c'est quand même très corrélé. Donc, pour moi, c'est qu'on va arrêter de se poser des questions qui nous prennent de l'espace mental et où parfois on peut se tromper, pour se concentrer les coachs sur là où ils apportent vraiment de la valeur, plus sur le volet psychologique qui là, je pense, pour le coup, sera plus compliqué d'ici 10 ans à remplacer entièrement par une IA. En 2 phrases, Lorenzo. Moi, je vois 2 évolutions. L'arrivée des sport scientists de plus en plus massivement qui vont utiliser ces plateformes et ces données pour aider les clubs et les athlètes. Et le deuxième, et on en parlait au début, c'est l'arrivée des AI Sports. Et je le vois dans plusieurs domaines, que ça soit dans la Super Formula, qui n'est pas la F1, la Super Formula, mais je pense que ça arrivera avec tous les robots humanoïdes, en fait. Et je pense que ces sports permettront d'entraîner des algorithmes qui serviront dans la vie civile, donc dans la robotique, dans la santé, dans les voitures autonomes, etc. Donc je pense que ces sports vont arriver. Et ma vision, c'est que demain, on ira tous dans un stade pour regarder un nouveau type de sport qui sera inventé, piloté, drivé par IA, au même titre qu'on pourra aller voir des courses de Super Formule 1 ou de F1 peut-être, pilotées par des algorithmes. Je pense que ça va arriver. Et des avatars dans le public qui des avatars, IO là. Voilà. C'est très prospectif et comme à chaque fois la prospective peut être critiquée et challengée, donc ça n'appartient qu'à moi, mais ça existe déjà. On a des Super Formula qui vont à 250 ou 300 km/h à Abu Dhabi sur des circuits et qui affrontent des humains. Donc ça arrive dans plein de domaines, les drones. Voilà, il y a des choses très sympas qui arrivent. On avait beaucoup de choses à se dire. Gérer la moitié des questions. Juste une dernière pour la fin. Je pense forcément oui, non, vu le timing. Mais la data et l'IA peuvent-elles être des leviers de développement du sport féminin aussi? Complètement. Nous, on le voit déjà, puisque on ne s'est pas attaqué qu'à des équipes cyclistes masculines. On a la chance d'avoir eu la confiance d'une équipe cycliste française féminine. Donc la réponse est oui. Oui. Quelqu'un d'autre? Bah oui. Oui. Ah bah oui. Oui. Eh bien oui, et merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis pour cette causerie des meneurs. On vous donne rendez-vous dès l'année prochaine. À très bientôt et bonne fête de fin d'année. Merci à tous les 5. Merci beaucoup. Merci. Bravo, merci.